Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, merci d'être aujourd'hui présent pour cette conférence. Donc, je vais vous parler d'électrification des usages, donc comme un levier pour accélérer la décarbonation des usages. Alors, avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je suis Romain Mavic, je suis responsable marketing au sein de la société Dalkia. La société Dalkia, qui sommes-nous? Nous sommes la filiale du groupe EDF des services énergétiques. Donc on travaille dans trois domaines d'activité bien distincts. Le premier étant celui des réseaux de chaleur et de froid. Donc c'est la production de chaleur décentralisée et la distribution de chaleur auprès de différentes typologies de bâtiments. On est exploitant, donc opérateur de ces réseaux, c'est-à-dire qu'on intervient dans la conception, la construction et l'exploitation de ces réseaux de chaleur en France. Donc on en exploite à peu près un peu plus de 330 sur le territoire français, des réseaux de chaleur et puis également des réseaux de froid. Notre deuxième domaine d'activité stratégique, c'est vraiment autour de l'industrie. Donc comment est-ce qu'on accompagne nos clients industriels dans la décarbonation de leurs procédés. Ça passe soit par des projets, l'accompagnement dans des projets de décarbonation globale, ou dans le cadre de projets de récupération de chaleur dans le cadre de leurs activités. Donc on est présent en France sur un peu plus de 3000 sites. Et le dernier domaine d'activité sur lequel nous travaillons, c'est les services énergétiques au bâtiment. Donc c'est vraiment l'exploitation et la maintenance des installations thermiques et électriques des bâtiments. Donc on est présent sur 4 segments de marché, donc les segments tertiaires, qu'ils soient privés ou publics. Donc on exploite un peu plus de 20 000 établissements tertiaires en France. On est présent également dans le logement, donc à travers soit l'exploitation de chaufferies donc dans les logements, soit dans le cadre de contrats sur les réseaux secondaires des bâtiments qui sont raccordés à des réseaux de chaleur. Donc on chauffe un peu plus de 2 millions de logements en France. Et puis on est également très présent dans le domaine de la santé, avec une présence dans plus de 5000 établissements en France. Voilà, donc je voulais aujourd'hui, on voulait vous parler de la décarbonation, puisque c'est au cœur du métier de Dalkia, c'est d'accompagner ses clients dans la décarbonation. Et l'électrification en est un des moyens pour atteindre les objectifs que nos clients se fixent, mais aussi les objectifs qui sont fixés par les différentes réglementations. Alors Dalkia, comme je le disais, on est engagé ensemble avec nos clients, on est vraiment dans une relation de partenariat et d'engagement mutuel à la réduction des consommations énergétiques, mais également de l'empreinte carbone. Je vous le présenterai après. On a différents types de contrats, des contrats sur la performance énergétique, mais également des contrats sur la performance carbone. Donc comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces enjeux et ces objectifs de réduction des consommations? C'est une démarche qu'on mène en 3 temps, autour de toujours le début, comment est-ce qu'on mesure, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit ensemble une situation de départ, une situation de référence. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on va agir, quels vont être les leviers pour agir, pour pouvoir générer du coup des réductions de consommation, donc toujours autour du consommer moins mais aussi du consommer mieux. Donc on est vraiment dans une logique d'action, de performance et de décarbonation. Et puis après, ce troisième point, l'engagement, comme je vous l'ai dit, on travaille et on propose des contrats avec de l'engagement de performance, c'est-à-dire des contrats dans lesquels nous, on s'engage à atteindre une cible énergétique qu'on aura définie ensemble. Donc concrètement, la partie mesurée, donc je reviens juste dessus très rapidement. L'idée de mesurer, donc c'est bien entendu au départ des échanges qu'on va avoir avec nos clients, le plus important, notamment quand on se fixe des objectifs de réduction de consommation d'énergie ou de réduction de son empreinte carbone, c'est vraiment de définir la situation de référence. Et pour cela, on va s'appuyer sur des protocoles qui sont normés, ou en tout cas ce qu'on appelle des plans de mesure et de vérification, qui vont pouvoir nous aider à définir cette fameuse situation de référence, mais également de définir tout le périmètre de mesure, comment est-ce qu'on va mettre en place les plans de mesure et comment est-ce qu'on va vérifier qu'on atteint bien nos objectifs.
Voilà, ce point-là, il est vraiment essentiel pour le démarrage d'un contrat, mais aussi au fil de l'eau, dans le suivi de toutes les actions. Le deuxième point, donc le deuxième temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'action. Donc là, c'est vraiment quelles sont les solutions techniques qu'on va pouvoir vous proposer pour décarboner vos activités. Et donc on l'a présenté en deux grandes parties, la partie solutions techniques et la partie accompagnement, puisqu'on a des équipes qui vont ensuite accompagner dans la réalisation de ces opérations. Voilà, donc sur les solutions techniques, on a deux axes, le consommer moins, le consommer mieux. Le consommer moins, on va vraiment être autour de toutes les thématiques et toutes les solutions autour de la performance énergétique et de la flexibilité. Ça va être bien entendu tout ce qui va être le suivi, le pilotage des consommations, le pilotage énergétique. Vous en avez entendu parler. Il y a aujourd'hui des réglementations, notamment le sujet BAX, qui va promouvoir justement cet enjeu de pilotage et de suivi des consommations. On est également dans les sujets historiques de Dalkia qui sont la conduite des équipements performants. Et puis on a aussi des nouvelles solutions qui arrivent, sujet autour de l'effacement et pourquoi pas aussi du stockage. Notre deuxième axe est vraiment autour du consommer mieux. C'est là où on va avoir des solutions plutôt autour des énergies renouvelables et bas carbone. Je vous en ai listé quelques-unes, évidemment il y en a d'autres. C'est les plus connus chez nous, donc ça va être évidemment le raccordement des réseaux de chaleur, le développement de chaufferie biomasse, la géothermie, on va en parler juste après, la thalassothermie, des sujets de récupération de chaleur, l'autoconsommation, le solaire thermique, les bornes IRVE. Voilà, donc vous voyez, il y a une panoplie en fait de solutions techniques. Et dans ces solutions techniques, il y a des solutions d'électrification, donc qui vont permettre de remplacer des solutions combustibles par des solutions plutôt électriques. Et donc c'est ce sujet-là qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, donc je vais revenir juste après dessus. Le dernier point, donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'action, il y a également tout ce qui va être le volet accompagnement. Et ça, c'est un point qui nous semble important et qui nous tient à cœur de représenter. C'est comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble des parties prenantes de vos bâtiments, de vos sites, pour accompagner justement cette logique de réduction des consommations d'énergie. Et donc ça passe par différentes solutions. On a bien entendu tout ce qui va être autour des plans de sobriété, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on communique auprès des usagers ces éco-gestes, comment est-ce qu'on sensibilise. Et puis ça va être les sujets du coaching. On fait aussi pour nos clients, qu'ils soient publics ou privés, des sessions de coaching énergétique et des coachings carbone. Voilà donc pour la présentation sur l'ensemble des solutions techniques sur l'action. Je vais rentrer un peu dans le détail du coup des solutions plutôt d'électrification, donc comme était donné dans le titre de cette conférence. Donc on va commencer par la plus connue entre guillemets, celle dont on parle le plus peut-être sur le marché aujourd'hui, les pompes à chaleur, évidemment. Donc comme je le disais, on est dans le groupe EDF, donc on connaît le sujet des pompes à chaleur. C'est une solution évidemment qui est clé pour le bâtiment. Je voulais juste revenir en introduction sur qu'est-ce que c'est une pompe à chaleur et comment ça fonctionne, quel est son intérêt et puis surtout les différentes solutions techniques qui s'offrent à vous. Parce que l'avantage d'une pompe à chaleur, c'est que c'est des solutions qui vont s'adapter à quasiment tout type de bâtiment, tout type de site et c'est ça qui est intéressant. Donc une pompe à chaleur, c'est pas une chaudière à gaz, donc ça déjà c'est important. C'est un élément c'est une solution qui vient capter de l'énergie, des calories à l'extérieur, donc soit dans l'air, soit dans l'eau, et qui vient avec la compression de fluides frigorigènes créer de la chaleur qui vient être ensuite transférée sur soit un réseau aérolique, soit un réseau hydraulique au sein du bâtiment qui vient ensuite diffuser la chaleur dans le bâtiment. Ça, c'est un point important parce que c'est vraiment une solution, c'est pas une solution de production, c'est une solution de transfert de chaleur. Et donc, cette logique-là, elle est importante à avoir en tête. Il y a différentes solutions techniques ensuite qui vont s'adapter en fait à l'environnement de vos sites et de vos bâtiments. Et c'est celle-ci que je voulais vous présenter. On a donc les solutions PAC air-air, donc on vient capter de l'air à l'extérieur, on vient chauffer cet air,
On fait du transfert de chaleur et cet air ensuite est diffusé au sein du bâtiment à travers un circuit aérolique. Ça, c'est assez connu pour le coup dans le résidentiel individuel, mais on a aussi le cas de figure dans le tertiaire. On a ensuite le sujet des packs RO, donc on vient capter des calories dans l'air et on vient réchauffer un circuit hydraulique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez tout de suite, on est vraiment dans la logique de décarbonation, donc de remplacement, par exemple, d'un équipement combustible, une chaudière gaz par une pompe à chaleur RO, qui va venir du coup diffuser ensuite la chaleur dans le bâtiment. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent être disponibles pour dans le cas de résidentiel collectif ou dans le cas de tertiaire. Et puis la dernière solution, je reviendrai après dessus, c'est les packs OO. Donc on vient capter de la calorie, des calories dans l'eau. Donc soit en venant puiser de l'eau dans des nappes, soit en faisant circuler de l'eau glycolée dans des sondes, et on vient ensuite diffuser cette chaleur-là dans le bâtiment. Donc les pompes à chaleur, c'est vraiment une solution technique qui répond à différents enjeux. La décarbonation, ça je vous l'ai dit, ça permet de remplacer des solutions carbonées. Ça a également un intérêt puisque c'est des solutions techniques qui sont très performantes, donc qui permettent d'être assez efficaces et donc de réduire aussi les consommations énergétiques. Et donc l'impact que ça a, il est concret, direct sur les factures énergétiques et puis aussi sur le sujet de l'indépendance énergétique, puisqu'on se détache de la dépendance à des combustibles et à du gaz notamment. Je vous en ai un peu parlé. Donc la deuxième solution que je voulais vous présenter, j'en ai un peu parlé, c'est les packs OO, c'est ce qu'on appelle les packs géothermiques. Juste pour revenir sur comment est-ce que ça fonctionne, la géothermie, on en a tous entendu parler. C'est historique, ça existe depuis très longtemps. Les Romains étaient les premiers à en avoir inventé. Mais là, je voulais vous parler surtout de la géothermie de surface, alors qui est également appelée la géothermie de minime importance. Voilà, la géothermie de surface, grosso modo, il faut avoir en tête que c'est des solutions qui qui sont déjà disponibles quasiment partout en France. Comme je vous l'ai dit, avec notamment ces sondes qui peuvent être installées dans le sol. C'est des solutions aussi qui, en fonction d'un certain niveau technique, ne nécessitent pas de demande de permis dans le cadre du permis minier. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, c'est des solutions aussi qui peuvent être donc soit sur des sondes sèches, donc on creuse un forage avec des sondes dans lequel on fait circuler un fluide glycolé, de l'eau glycolée, soit on vient puiser dans une nappe, donc si elle est disponible, et on vient ensuite réinjecter cette eau dans la nappe. Donc voilà, il y a ces deux solutions techniques. Ça a un intérêt dans le cadre de remplacement évidemment d'équipements carbonés de type chaudière. Et puis ça a également un autre intérêt qu'on ne voit pas sur cette slide forcément, c'est que ça permet, en plus de solutions de chaleur, ça permet également de proposer des solutions de rafraîchissement et donc de répondre aux enjeux qu'on voit tous arriver, c'est-à-dire ce besoin en rafraîchissement de nos bâtiments. Voilà, puis je vais terminer par une dernière solution technique électrique, d'électrification, donc qui est le solaire, donc le photovoltaïque en autoconsommation. Donc c'est une solution qui nous semblait importante de vous présenter. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans ces grands ratios là qui sont affichés. Je veux juste vous présenter deux typologies de solutions, soit de l'autoconsommation individuelle, et ça a un intérêt si aujourd'hui vous êtes assujetti au décret tertiaire, ça a un intérêt directement pour vos atteintes aux objectifs du décret tertiaire. Donc je vous rappelle, moins 40% en énergie finale d'ici 2030, moins 50% d'ici 2040, moins 60% d'ici 2050. Ça a un intérêt parce qu'en fait, en mettant en œuvre des solutions d'autoconsommation individuelle, vous avez la possibilité, en fait, ces consommations ne passent pas par le compteur électrique, le compteur du gestionnaire.
Donc du coup, c'est des consommations qui sont déduites en fait des consommations que vous déclarez dans le cadre du décret tertiaire. Donc ça a un vrai intérêt en tout cas d'un point de vue atteinte des objectifs du décret tertiaire de réfléchir à ces solutions-là. C'est des solutions aussi qui peuvent être intéressantes d'être réfléchies d'un point de vue global, donc couplage aussi avec d'autres solutions, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, par exemple des pompes à chaleur. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que l'important sur le PV, souvent on installe donc les panneaux sur le toit, sur les toitures. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut en amont, bien sûr, s'assurer que la toiture supporte et peut supporter ces types d'installations-là. Donc ça, c'était la première solution d'autoconsommation. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Là, on va créer des opérations d'autoconsommation collective, c'est-à-dire avec différents producteurs et différents consommateurs. Un jeu ensuite de suivi et de suivi de qui produit, qui consomme et de facturation. Donc ça, c'est souvent des solutions qui sont très appréciées par les clients collectivités. Par les mairies notamment dans le cadre de leurs bâtiments communaux. Voilà, donc on a des références, nous, où on a travaillé sur certaines opérations d'autoconsommation collective et on voit que c'est des opérations qui sont de plus en plus demandées et valorisées par nos élus locaux. Voilà, donc c'est important aussi de l'avoir en tête. Alors, ces opérations-là sont régies aussi, il y a des périmètres qui sont bien définis en fonction de est-ce qu'on est dans une surface urbaine dense ou pas. Voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est ces opérations-là peuvent être en ville, dans des surfaces assez denses. On est aux alentours, il faut que l'opération soit dans un rayon de 2 km. Après, elle peut être étendue jusqu'à 20 km pour les zones qui sont un peu plus rurales. Voilà, donc je vous ai présenté 3 solutions d'électrification. Maintenant, comment est-ce qu'on les intègre, nous, Dalkia, dans nos offres? Et c'est par ça que je voulais terminer cette présentation. C'est revenir en fait... Alors excusez-moi, il y a une coquille sur le 3e point. Je vous rappelle, on était sur mesurer, agir. Le 3e point, c'est s'engager. Donc il y a une coquille. Et s'engager comment? À travers donc, des contrats de performance énergétique ou des contrats de performance carbone. La logique, c'est tout le temps la même. On définit ensemble une situation de référence. On définit ensemble un bouquet de travaux, un bouquet d'actions de performance énergétique ou d'actions de performance carbone. Et ensuite, en fonction du budget qu'on va définir avec notre client, on va se donner, et donc du coup d'actions de performance associées, on va se donner un objectif qui va être contractuel de réduction soit des consommations énergétiques, donc ça c'est vraiment le contrat de performance énergétique, soit des réductions d'émissions de CO2. Et donc ça, c'est le contrat de performance carbone. Donc je reviens juste sur le CPE, comment ça fonctionne. C'est un montage qui est assez simple. Il faut répondre à ces 5 points. Donc définir une situation de référence à travers donc, un plan de mesure et de vérification. Définir et mettre en œuvre différentes actions de performance énergétique. Garantir des économies réelles, et ça j'insiste là-dessus, cette garantie elle est contractuelle, puisque nous, opérateurs de contrats de performance énergétique, on va s'engager sur les économies réalisées. Et donc c'est le 4e point, c'est si on n'atteint pas ces objectifs-là, notre client peut nous pénaliser financièrement pour non-atteinte de la performance énergétique. Et puis ensuite, je le disais, ça rejoint le premier point. Au-delà de la définition de la situation de référence, il y a tout un sujet de mesure à travers un protocole qui est défini et bien normé. Voilà, donc il y a 3 types de marchés. Le marché public global de performance, qui est le CPE à destination des marchés publics. Une petite évolution réglementaire qui est le marché public global de performance énergétique avec paiement différé. Donc ça, c'est aujourd'hui un marché qui est en test, qui va permettre notamment de proposer des financements, de différer le paiement des travaux. Et puis ensuite, le troisième typologie de marché, c'est les marchés de partenariat. Voilà, je vous ai du coup listé
L'intérêt en fait de mettre en œuvre des CPE ou en tout cas des contrats avec un engagement de performance, que ce soit CPE ou CPC, l'intérêt c'est de définir ensemble les niveaux d'ambition que vous voulez atteindre et du coup les actions de performance énergétique associées. Et donc là, à travers cette slide-là qui reprend des grands ratios en fait qui ont été faits par notre syndicat, donc le SNEC, qui s'appelle maintenant FEDEN Service Énergétique. Voilà, c'est pour juste donner un ordre d'idée d'à peu près les cibles qu'on peut viser en fonction des typologies d'actions de performance énergétique qu'on va mettre en œuvre. Donc les premières actions avec gain rapide et voilà, des niveaux de retour sur investissement assez rapides, je vous les ai listés. Ça va être du pilotage, des remplacements d'équipements, une meilleure conduite, du relamping bien sûr, de l'optimisation, de la sensibilisation. Là, on est sur des niveaux d'économie aux alentours de 10 à 15%. Ensuite, on va être sur des actions de rénovation énergétique un peu plus importantes. Donc là, on est vraiment sur ce que je viens de vous présenter, des changements de vecteurs énergétiques, des installations énergétiques nouvelles, des travaux aussi sur le bâtiment. Alors ça, on n'est pas une entreprise de travaux, mais on peut être amené pour répondre à des besoins de clients d'en intégrer dans nos offres. Donc ça, ça ramène aux alentours entre 12 et 18% d'économie d'énergie constatée. Et puis après, on peut aller sur des rénovations un peu plus lourdes, où on va être, on va s'intégrer dans le cadre de réhabilitation, où on va être plutôt dans une logique où on va viser des mises aux normes environnementales. Donc typiquement là, on a remis le logo de la RE 2020, donc être dans cette logique-là de performance. Voilà, il reste une dernière slide. Donc pour conclure, le CPE, c'est une offre à valeur ajoutée qui va vous permettre du coup d'avoir un bouquet de travaux et donc du coup de répondre à différents enjeux, à votre contexte, au contexte énergétique, au contexte des énergies qui évoluent et à sa stabilité qui n'est pas toujours visible, en tout cas qui peut évoluer, on l'a connu dans le passé. Ça répond aussi à l'enjeu économique, puisque ça vous permet d'investir et derrière de garantir des économies d'énergie, donc du coup des économies dans le budget. Et puis ça répond aussi au contexte réglementaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre notamment du décret tertiaire, du décret BAX. Ce contrat-là, cette offre-là, avec son bouquet d'actions, peut vous permettre de répondre à ces enjeux-là. Voilà, je vous remercie en tout cas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, on est disponible donc sur le stand EDF, donc le stand Excellence 1. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur? Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question porte sur le PV dans panneau photovoltaïque. Comment ça se fait, les poses? Est-ce qu'il y a l'étanchéité, par exemple pour des toitures terrasses ou toitures traditionnelles? Merci. Alors c'est une très bonne question, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le point crucial d'un projet PV, c'est avant tout de s'assurer que la toiture, elle puisse accueillir la structure. Donc du coup, déjà, ça passe par une étude. Et donc ça va aussi, c'est aussi important, et c'est ce qu'on préconise à nos clients, ce sujet d'étanchéité. Il faut être sûr que la toiture, et en tout cas l'étanchéité, répondre en tout cas aux enjeux réglementaires, aux enjeux de nos clients, et surtout s'il y a des travaux qui doivent être menés, notamment l'installation de panneaux, il faut qu'on arrive à faire concorder ces typologies de travaux. Maintenant, est-ce que nous on porte les travaux d'étanchéité? C'était peut-être ça votre question. Ça, c'est pas dans notre logique, comme je vous disais, la logique plutôt de travaux bâtimentaires. C'est pas trop dans notre ADN. Maintenant, on sait que c'est très lié à des projets PV. Donc on échange beaucoup en amont avec nos clients, justement pour qu'ils fassent en amont d'un projet où ils souhaitent intégrer du photovoltaïque,
qui réfléchissent bien entendu à ces études de structure et aussi à ces études sur est-ce qu'il va y avoir des travaux d'étanchéité sur la toiture. Donc pour pouvoir mener en parallèle ou en amont en tout cas ces travaux-là. Et ça c'est un des points essentiels, c'est pour ça que je l'ai dit, parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont bloquants pour cette typologie de projet-là.